Camille, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous me semblez en meilleure humeur que fin 2018. Fin 2018, vous étiez un peu catastrophé par le comportement du marché. Vous estimiez que sa réaction était un peu incompréhensible parce que pour vous, il n'y avait pas de récession et c'est ce que le marché priceait, valorisait. Bon, depuis, il a changé un peu d'avis, il vous rejoint, en effet, il ne valorise plus une récession, juste un ralentissement. Cela dit, il a progressé très très sensiblement, il a rattrapé le retard pris, ça c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, le CAC 40, pour ne parler que de lui, progresse de presque 18% depuis le début de l'année, ce qui est inouï. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette hausse? Ce n'est pas un simple rattrapage, il y a autre chose. Est-ce que c'est juste l'effet banque centrale qui ont changé de discours? Mais complètement, elles ont retourné leur veste. La Fed parlait de hausse de taux, maintenant elle dit il n'y en aura pas. Est-ce que c'est ce simple effet d'une politique monétaire accommodante qui propulse les marchés toujours plus haut? Vincent, en fait, vous dites beaucoup de choses dans votre question. Vous parlez d'inouï, je dirais même que la hausse des marchés qu'on a depuis le début de l'année est inimaginable d'un point de vue de ce qui s'est dit et de ce qu'on a pu lire à la fin de l'année dernière. Rappelez-vous, juste avant de revenir sur 2019, un petit peu le catastrophisme ambiant qu'on avait à la fin de l'année 2018, où finalement on vous disait vous n'aimiez pas 2018, et vous allez haïr 2019. C'est l'année de la récession, donc les marchés étaient condamnés à continuer leur baisse en 2019. Et puis finalement, comme ça se passe souvent, les marchés se donnent un malin plaisir à finalement surprendre les investisseurs. Et on a eu tout l'inverse. Et on a eu tout l'inverse, en partie par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que finalement la récession qui semblait être une évidence à la fin de l'année dernière, finalement, on ne la voit pas poindre. Les indicateurs ont certes baissé, les indicateurs avancés, mais ils se sont stabilisés. Voilà. Et puis, on commence à avoir des bonnes nouvelles en provenance de Chine. Et puis surtout, on a eu deux éléments qui ont changé la donne, qui sont d'abord les banques centrales. Vous en parliez rapidement. Quand on regarde, quand on prend un peu de recul avec la Fed notamment, il y a de quoi sourire. C'est-à-dire qu'en mi-décembre dernier, le président de la Fed nous dit « mais je vais augmenter mes taux comme prévu. Oui, les marchés sont plus fragiles, mais on va continuer les hausses des taux prévues sur 2019. » Et puis un mois après, là, changement radical de discours. Alors là, non, finalement, il y a trop de perturbations, les conditions financières se sont resserrées, donc on va passer notre tour, en tout cas sur 2019. Voilà, donc il y a ce premier élément, et puis il y a le deuxième élément dont on parle suffisamment, alors qu'on a finalement assez peu d'informations, c'est les discussions en cours actuellement entre la Maison-Blanche et la Chine pour arriver à un traité commercial de grande ampleur. Voilà. Donc on va dire qu'il y a ces trois éléments, un élément de rattrapage, les banques centrales qui, de nouveau, je veux dire, c'est pas la première fois, certainement pas la dernière fois qu'elles agiront pour calmer les investisseurs, pour calmer les baisses, et puis, troisième élément, les discussions commerciales. Ces trois éléments peuvent concourir en effet à un fort rebond. Mais là, on est, je le répète, à 18% de progression depuis le 1er janvier. Donc en un peu plus de 3 mois et demi, on a ça. C'est un rythme qui semble insoutenable. Ah oui, alors sur l'insoutenabilité, je suis d'accord, parce que je ne pense pas qu'on reproduise 18% tous les 3 mois sur l'année, sinon ça serait une performance historique des marchés. Donc non, blague à part, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver, pardonnez-moi Camille, qu'est-ce qui pourrait motiver qu'on aille beaucoup plus haut? Oui. Parce que, entendu, vous aviez raison, on n'est pas en récession, on est face à un ralentissement. Cela dit, dans l'industrie, on a une contraction de l'activité sévère. On a eu les PMI allemands et français, on est bien en récession dans l'industrie. Tout à fait. Donc, le ralentissement est là, les bénéfices des entreprises, les marges des entreprises aux États-Unis semblaient déjà en 2018 au top. On voit mal comment elles pourraient se dilater un peu plus. En Europe, on est sur des croissances bénéficiaires qui sont révisées à la baisse. Donc, je veux bien qu'il y ait un effet de rattrapage, il est logique, mais est-ce qu'on a un moteur qui nous permettrait d'aller
plus loin. Alors, question parfaitement légitime. Maintenant, il faut, de mon point de vue, comprendre un truc qui est latent dans les marchés en permanence, c'est que les investisseurs, les marchés cherchent une histoire, une histoire à se raconter. Alors là, la nouvelle histoire en vogue, c'est la reprise cyclique. Bon, et les marchés n'attendent pas qu'on repasse qu'on ait de nouveau des chiffres de production industrielle qui soient positifs. Hein. Les marchés anticipent, sont toujours dans l'anticipation. Il suffit, par exemple, puisque vous parliez de production industrielle, que les chiffres de février soient moins mauvais qu'attendu. On est à moins 0,2, alors qu'on était en décembre à moins 4 sur la production industrielle, pour qu'on se dise, voilà, c'est en train de repartir, le verre est pour bientôt, et qu'on reprenne confiance. Et c'est, à mon avis, exactement ce qui est en train de se passer et qui est alimenté par toutes les spéculations en cours sur la Chine. On a vu la Chine publier son PIB au premier trimestre à un niveau de 6,4%. On attendait un petit peu moins, donc les marchés ont été soulagés. Puis il y a eu une batterie d'autres indicateurs sur la production industrielle et les ventes au détail qui ont également rassuré, puisque par exemple la production industrielle est ressortie à plus de 8%. C'est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans en Chine. Bon, alors ça c'est très beau, hein, et c'est très très positif, et ça s'explique par les mesures de relance qui ont été prises à la fin de l'année, en début d'année par le gouvernement chinois, qui représente, en fonction des études qui ont été menées sur le sujet, plus de 4 points de PIB. Donc il faut quand même avoir en tête de ce qui est en train de se faire, que pour avoir juste une stabilisation de la croissance en Chine, on est obligé de mettre 4 points de PIB dans l'économie. Ça veut dire que ça ne va pas si bien. Non, mais on est d'accord, ça ne va pas si bien, mais en attendant, on est comme en 2016, avec une relance de la part, une relance budgétaire, une baisse des conditions monétaires, une baisse des taux, une baisse des réserves obligatoires en Chine pour permettre à l'économie de repartir. Donc mécaniquement, ce que vous êtes en train de nous dire, Camille, c'est que tous les leviers qui sont actionnés en ce moment devront fatalement avoir un effet positif sur la croissance, notamment en Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas de fatalité, mais il y a une espèce de logique quand même à ce que la croissance économique chinoise vienne en effet se répandre, ruisseler, hein, pour utiliser un terme qu'on aime bien en France, vers les pays exportateurs, notamment l'Allemagne, qui aujourd'hui est présentée en ce moment en France comme le malade de l'Europe. Bon, voilà, ce qui, à mon avis, est assez rapide en termes d'analyse. Voilà, mais en tout cas, voilà, l'industrie européenne. Ne se porte pas bien. Non, il y a des problématiques structurelles, mais il est assez, à mon avis, clair que si on a une reprise de la croissance en Chine, ça vienne se traduire par un effet positif sur l'industrie. Exactement. Et ça, c'est favorable, d'autant plus favorable qu'on a une consommation, que ce soit en France ou en Allemagne, qui tient très bien, qui tire la croissance. Donc, juste avec la consommation, on arrive à avoir une croissance positive d'environ 1% dans la zone. Donc, si on a un retour de la croissance du secteur industriel par la reprise en Chine et par les discussions en cours entre la Chine et les États-Unis sur un accord commercial large, on peut se mettre à rêver d'avoir un deuxième semestre positif. Et c'est ce que jouerait le marché, alors? Et c'est, à mon avis, ce que joue complètement le marché. Et le marché, il joue deux choses. C'est-à-dire qu'il se dit, ça, c'est le cas favorable, hein, une reprise cyclique. Et puis, si jamais ça ne devait pas arriver tout de suite ou ça devait prendre un petit peu plus de temps, on a les banques centrales qui nous préparent peut-être des choses sympathiques, en tout cas qui ont repoussé pour les États-Unis la hausse des taux jusqu'en 2020, et pour la BCE, c'est inédit. Alors là, on ne sait même plus, c'était prévu en 2019, maintenant c'est au mieux peut-être 2020, enfin je pense qu'à la BCE, on n'y croit pas, ils n'y croient pas eux-mêmes. Donc là, on a un marché accro à la perfusion monétaire qui salive d'avance à l'idée de tout ce que pourrait lui apporter dans sa boîte à pharmacie la Banque centrale. Exactement, Vincent. C'est un peu comme l'année dernière, mais en sens inverse. Hein. L'année dernière, c'était toute information, tout indicateur était interprété négativement. Maintenant, tout indicateur qui sort... Qu'il soit négatif ou positif, oui, alors quand il est négatif, c'est oui, alors c'est pas bon, mais ça va, le mois prochain, ça augmentera, et puis ça met la pression sur la BCE pour qu'elle laisse ses taux inchangés, voire qu'elle annonce en juin un TLTRO qui soit favorable aux banques. Voilà, et si le chiffre est bon, vous voyez, c'est ce que je disais, la reprise cyclique est là. Donc
Voilà, donc il y a un momentum qui se met en place, il y a une dynamique qui se met en place. À mon avis, la force de la performance des marchés actions va s'atténuer parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à croître avec ce rythme-là. Mais je pense que la direction est quand même... Mais il y a de la place pour combien de pourcents de hausse? Alors, je sais que là, je vous mets un peu sur des charbons ardents parce que c'est l'exercice qu'aucun professionnel n'accepte volontiers parce qu'il est vraiment... Pour employer le terme, vous me donnerez un peu casse-gueule. Mais selon vous? Vous me dites de ne pas répondre et en fait... Je vous dis de répondre, mais bon, donc, en fait, j'anticipe le fait que vous puissiez vous tromper. Voilà, c'est gentil. Vous me préparez le cas où ça se passerait mal. Non, alors sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, les marchés se valorisent en zone euro autour de 14 fois les bénéfices. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que depuis le début de l'année, il n'y a pas eu de révision à la hausse des anticipations de résultats des entreprises. C'était même l'inverse. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer, peut-être plus au deuxième semestre, parce que là c'est un peu tôt par rapport à la publication des résultats du premier trimestre, mais en juillet, sur si en effet on a une dynamique cyclique qui se remet en place, à ce moment-là on aura certainement des discours de chefs d'entreprise en juillet qui seront plus positifs. Et donc on pourra à ce moment-là anticiper une révision à la hausse des résultats des entreprises. Et à ce moment-là, alors pour répondre à votre question, pardon, je pense qu'on peut progresser encore par rapport au niveau actuel d'une dizaine de points, donc revenir sur des niveaux correspondant à une hausse de 10%. Donc finalement, ce que vous envisagez, c'est une année 2019, au regard de l'entame qu'elle vient de connaître, qui soit beaucoup plus positive que ce qu'on percevait en fin 2018. Pour deux raisons, en fait, si je veux résumer les choses, pour deux raisons. La première, c'est que... quand on regardait les choses à la fin de l'année 2018, il n'y avait aucun élément concret qui pouvait nous faire craindre une récession rapide. Il n'y avait aucun déséquilibre majeur. On avait un taux de chômage, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, qui était orienté à la baisse, des créations d'emplois, des salaires qui augmentent de 2 à 3% en fonction des pays. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les ventes au détail, la consommation a progressé entre 2 et 3% en zone euro sur le premier trimestre. Donc on est vraiment sur une dynamique forte au niveau de la consommation. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. L'autre point, c'est que on rentre en année électorale l'année prochaine aux États-Unis, et que ça, c'était aussi un des éléments que je mettais en évidence il y a 6 mois, et à mon avis qui est encore valable, c'est que Donald Trump, et on le voit dans tous les tweets, il commence déjà à tweeter sur les élections, il a besoin d'une économie qui fonctionne. Donc il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il n'ait pas à avoir géré une crise l'année prochaine. Donc je pense que bon an, mal an, les marchés qui anticipent toujours à 6 mois ont une fenêtre positive sur cette année. Voilà. Après, ce qui va se passer en 2020, ça sera une autre affaire, mais j'allais dire, sur les 6 mois, 9 mois qui nous attendent, je pense que, même si parfois les marchés vont un peu vite en besogne, je pense que la reprise cyclique va se matérialiser à un moment de l'année et que ça va soutenir les valorisations. Mais à court terme, vous êtes tout de même plus prudent. Je crois que vous avez réduit votre exposition aux actions assez nettement. Vous étiez à 70% fin 2018, c'est ça? Ouais, exactement, sur des profils réactifs où on peut varier entre 0 et 100%. Nous étions les gens qui ont une certaine appétence au risque. Exactement, nous étions à peu près à 70%. Là, on a réduit, on est revenu à 50% d'exposition actions. C'est un peu ce que je vous disais, et c'était votre remarque, c'est est-ce qu'on peut continuer à progresser au niveau des actions sur ce rythme-là? Je ne pense pas. Donc je pense qu'on va rentrer dans une espèce de consolidation horizontale, le temps d'avoir le résultat des discussions entre Donald Trump et la Chine. Et puis on a sur un sujet qui commence à nous rendre un petit peu mal à l'aise, c'est on va dire la montée de pression entre Washington et la Commission européenne, entre les Européens sur les sujets automobiles. Et donc on a peur, normalement Donald Trump doit s'exprimer d'ici le 18 mai justement sur la mise en place de sanctions. Il peut y avoir un petit peu de buzz, un petit peu de bruit autour de ça. Et donc, je pense que, au-delà du fait que le marché a certainement besoin d'une respiration, je pense que c'est des éléments qui peuvent inquiéter les investisseurs et qu'on peut avoir quelques semaines plus calmes sur les marchés. Mais vous voyez une belle année 2019. Tout à fait. Camille, merci. Merci Vincent.